Et pour comprendre et analyser l'annonce faite jeudi par le président Donald Trump concernant la prolongation de la trêve de 3 semaines au Liban, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Ataya Abou-Naga, ancien assistant adjoint du ministre des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Alhamdulillah. Alors, le Liban a envoyé Simon Karam pour diriger les tractations à Washington. Quelle est la marge de manœuvre réelle du gouvernement libanais face aux exigences de sécurité d'Israël? Oui, eh bien, le gouvernement libanais, avant même les bombardements israéliens sur le Liban, avait annoncé qu'il était prêt à négocier avec Israël. Le président libanais, le général Aoun, a annoncé qu'il était prêt à négocier avec Israël. Mais avec les bombardements israéliens surtout sur le sud du Liban, pour éliminer le Hezbollah, les choses se sont compliquées. Le président Trump est intervenu, comme on l'a vu récemment. Il a forcé Israël à cesser les bombardements au Liban. Un cessez-le-feu a commencé, mais Israël continue à violer les accords de cessez-le-feu, c'est-à-dire surtout sur le sud du Liban. Nous avons vu que il y a eu des bombardements israéliens et que même une journaliste libanaise avait été tuée avant-hier, je crois. Le gouvernement libanais a repris maintenant les négociations sur la trêve ou sur le cessez-le-feu au niveau des ambassadeurs. On a vu ça il y a 2 jours. Et puis le président américain dit qu'il va essayer d'organiser un sommet entre le premier ministre israélien Netanyahou et le président libanais Aoun. Allô? Allô, oui? Alors, malgré la trêve en vigueur depuis le 17 avril, le Hezbollah a tiré des roquettes mercredi en réponse à des violations israéliennes. Comment mener des discussions sérieuses si l'un des principaux acteurs sur le terrain rejette formellement ces pourparlers? Oui, c'est la raison pour laquelle ces négociations n'avancent pas vraiment. On dit qu'il y a un cessez-le-feu, mais le Hezbollah continue à envoyer des roquettes, à lancer des roquettes sur Israël. Israël continue à bombarder le sud Liban, à occuper une partie du sud Liban, à empêcher le retour des populations déplacées. Tout cela est en violation du droit international, en violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité qui a été adoptée en novembre 2024. Israël, surtout, fait preuve de mauvaise foi, continue à violer la souveraineté libanaise. Les négociations ont lieu à Washington, mais j'ai l'impression, c'est un avis peut-être personnel, qu'elle n'avance pas. Et qu'on parle de cessez-le-feu, mais il est continuellement violé. Bien entendu aussi, il y a la position, le Liban a ses propres problèmes intérieurs, c'est-à-dire que le Hezbollah et le gouvernement libanais ne s'entendent pas. Alors le gouvernement ne parvient pas à forcer le Hezbollah à cesser ses bombardements au Liban contre Israël. Et avec plus d'1 million de déplacés au Liban, l'extension de 3 semaines suffit-elle à amorcer un retour sécurisé des civils ou le risque de reprise des bombardements reste-t-il trop élevé? Je ne pense pas que 3 semaines suffiront. Je me demande si cette réunion que le président américain veut organiser aura lieu, effectivement ou non, parce que je pense qu'il y a des divergences de vues là-dessus, des profondes divergences de vues. Et je pense que non, les violations du cessez-le-feu vont continuer. Parce que c'est la pratique israélienne d'annoncer qu'elle va souscrire à un cessez-le-feu et puis le lendemain, on commence à le violer. Ça, c'est très classique de la part du gouvernement israélien, surtout avec le Premier ministre Netanyahou, qui ne respecte jamais ses engagements, à vrai dire.
Si aucun accord permanent n'est trouvé d'ici la fin de cette nouvelle prolongation, quelle est la probabilité d'une reprise totale des hostilités ou même de la guerre? Bien, on a deux scénarios. Ou bien on aura un cessez-le-feu très fragile, c'est-à-dire que les deux parties vont dire qu'il y a un cessez-le-feu, mais la situation va demeurer précaire, aucune amélioration sur le terrain. Les populations déplacées ne pourront pas revenir dans leur village, ce qui constitue une violation flagrante du droit international et des conventions de Genève. Et peut-être, oui, les hostilités vont reprendre s'il n'y a pas de cessez-le-feu, parce que le Hezbollah va continuer à prouver qu'il veut prouver qu'il a encore des cartes à jouer, qu'il a encore la possibilité d'influencer sur le cours des événements au Liban. On avait, il y a 2 mois ou 3 mois, on avait envisagé d'organiser une conférence à Paris avec la participation de l'Égypte, du Liban, de la France et d'autres pays pour essayer de appuyer l'armée libanaise et lui permettre de contrôler le sud du Liban. Cette conférence n'a pas eu lieu jusqu'à maintenant. Je ne vois pas d'ailleurs que ce sujet est d'actualité ces jours-ci. Alors, espérons que si le président américain parvient à jouer un rôle efficace pour convaincre Israël de cesser ces violations du cessez-le-feu au Liban, ce sera quelque chose de positif. Mais je ne vois pas personnellement que les choses vont dans ce sens. Et à quel point, d'après vous, la crise irano-américaine est liée à la crise israélo-libanaise? Elle est liée dans le sens qu'Israël bombarde les Libans sous prétexte que le Hezbollah, qui est un bras de l'Iran, attaque continuellement Israël avec des missiles et des drones. Alors Israël riposte en bombardant le Liban, en occupant le sud du Liban. Maintenant, il y a une trêve entre l'Iran et les États-Unis et elle a été prolongée. Israël doit aussi souscrire à cette trêve. Donc en réalité, on ne cherche pas 2 solutions pour 2 crises, c'est une seule solution pour la même crise. C'est-à-dire que ce sont 2 dossiers quand même différents, hein, parce que l'Iran, le programme nucléaire iranien est quand même un peu indépendant de ce qui se passe au Liban, dans le sens que c'est le Hezbollah qui agit en tant que bras de l'Iran pour attaquer Israël. Mais c'est un autre dossier. Le dossier nucléaire iranien est un dossier d'actualité internationale. Plusieurs acteurs sont impliqués. Et comment vous voyez la déclaration de Trump qui affirmait que les États-Unis aideraient le Liban à se protéger contre le Hezbollah? Je veux dire que peut-être qu'il veut dire que les États-Unis vont aider l'armée libanaise à désarmer le Hezbollah et à jouer et à étendre son influence au sud du Liban, à prendre le contrôle du sud du Liban. Dans ce cas-là, comme on dit, couper l'herbe sur le pied du Hezbollah. Mais je ne sais pas, est-ce que le président américain a quelque chose en tête? Je ne vois pas quand même qu'il va s'engager dans une aventure militaire au Liban. Je ne pense pas. Peut-être par la voie des bras israéliens? Oui, mais cette solution-là, elle a eu des effets très négatifs dans le passé. On a vu qu'il y avait avant, il y avait une armée qui s'appelait l'armée du sud du Liban, qui était très pro-israélienne, qui était contrôlée en fait par Israël. Et ça n'a pas du tout aidé à résoudre la crise au Liban. Oui. Oui. Merci beaucoup, l'ambassadeur Ataya Abou-Naga, ancien assistant adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci pour vos explications. Et on passe maintenant à
à la mosquée d'El Guéouchi, qui est l'un des monuments islamiques les plus remarquables du Caire, appartenant à l'époque fatimide. Elle n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi un symbole de l'histoire politique, militaire et artistique de l'époque fatimide au Caire.